Bonsoir. Donc, aujourd'hui je suis là pour parler enfin de la série Grisha de Leigh Bardugo. Donc, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne parce que vraiment, quelle douleur ça a été pour moi de la lire en entier. Et je m'étais dit depuis à peu près que j'ai lu le tome 2 de la trilogie Grisha que quand j'aurai fini, je ferai une vidéo sur le complet. Enfin sur le complet, ça veut rien dire. Sur le total, sur l'ensemble, voilà, sur l'ensemble de la série. Et donc ça va être maintenant, parce que j'ai enfin fini de tout lire. Donc à la base, j'avais un petit peu l'intention de faire une vidéo où je ferais une petite critique de chaque livre. Et en fait, je me suis rendu compte que ça durerait 25 ans à peu près. Donc je n'ai pas l'intention de faire ça. Et du coup, je me suis demandé comment j'allais aborder la question, comment j'allais pouvoir parler de tout ça sans que ce soit juste une critique séparée de chaque livre, ce qui serait pas très intéressant et très long. Et de manière un peu à lier un petit peu tous ces livres pour essayer de présenter peut-être je ne sais pas, un point de vue un petit peu intéressant sur la question, peut-être, I don't know. Voilà. Et donc la manière dont j'ai décidé de procéder, c'est que j'ai choisi une approche, un angle de lecture, un angle de critique que je vais suivre et sur lequel je vais essayer d'appliquer et que je vais essayer d'appliquer à tous les livres de cette série, sachant que je vais exclure The Language of Thorns pour une raison très simple, qui est que ce n'est pas un roman qui fait partie du fil rouge de la narration, c'est en fait un recueil de contes qui se déroule dans l'univers dans l'univers Grisha, mais qui du coup se déroule c'est des vieux contes qui datent d'il y a super longtemps, machin, et donc ça s'inscrit pas dans la narration, ce serait difficile d'y appliquer les mêmes critères de critique, on va dire, que j'ai choisi pour les autres. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vous donner mon avis en à peu près 20 secondes. Certains contes étaient sympas, mais franchement c'était assez inutile. Ce que j'attendais, c'était un approfondissement de l'univers et finalement il y en a eu très très peu. Donc ça vaut pas forcément la peine de lire. Voilà. Désolée Leigh Bardugo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, dans la chair du steak qu'on va disséquer aujourd'hui ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais parler de la première trilogie et de Six of Crows et je ferai une espèce de conclusion en parlant de King of Scars à la fin pour voir si les améliorations que je vais constater tout au long de la première trilogie et de la deuxième duologie se confirment dans King of Scars ou pas. Donc, l'axe que j'ai choisi pour disséquer, décortiquer cette série, c'est le progrès de Leigh Bardugo en tant qu'autrice. Et honnêtement, je suis vraiment contente de pouvoir venir aujourd'hui devant vous avec cet axe, parce que ça me fait très plaisir, parce que Leigh Bardugo, franchement, elle a grave du potentiel en tant qu'écrivaine, elle a grave du potentiel en tant que faiseuse d'histoire, en tant que faiseuse d'univers, etc. Et j'étais vraiment triste en lisant la première trilogie de voir tout ce potentiel si peu exploité. Et du coup, ça me fait trop plaisir de voir qu'elle a grave progressé, et je suis très contente de pouvoir, on va dire, observer le passé, faire un petit retour dans le passé de tout ce qu'elle a écrit et pouvoir constater cette progression. Voilà, donc on va diviser cette critique un petit peu en plusieurs parties. Alors j'ai un petit document Word par ici pour m'aider à savoir de quoi je vais parler, donc si je regarde là-bas, ne m'en voulez pas, hein. Je fais comme je peux dans la vie. Donc l'axe global, c'est l'amélioration des progrès de Leigh Bardugo, et des sous-catégories qu'on va évaluer ensemble, c'est les personnages avec antagoniste-protagoniste. La deuxième catégorie, c'est les relations, avec les relations amoureuses et les relations amicales. Et la dernière catégorie, c'est narration de manière plus globale, c'est-à-dire l'écriture, la manière d'écrire, mais aussi la manière de construire l'histoire et la manière de... et les thèmes choisis, en fait. Voilà, j'espère que ça vous tente. On va se lancer. Juste avant, sachez que
ça va être sans spoiler, à part une petite partie que je vous signalerai avant, et je mettrai la couverture du livre en question sur l'écran pour que vous puissiez skipper jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus si vous ne voulez pas avoir de spoiler, ce que je comprends. Mais à part ça, ce sera globalement sans spoiler, mais juste, je vais devoir quand même un peu évoquer des éléments de l'histoire sans révéler voilà, des gros plot twists ou sans révéler le déroulement de la narration, mais quand même évoquer certains éléments parce que sinon je peux juste pas parler de l'histoire. Donc il n'y a pas de spoiler, mais si vous êtes le genre de personne qui veut absolument rien savoir sur les livres sur lesquels, que vous allez lire, ce que je peux comprendre, bah, c'est pas la vidéo pour vous, il faudra revenir après avoir tout lu. Bye bye. Donc juste avant de commencer, on va faire une mini présentation de ce auquel il s'agit. La saga Grisha est une saga de fantasy jeune adulte qui se déroule dans un univers où il y a plusieurs nations qui se côtoient et qui sont qui ont des relations plus ou moins pacifiques les unes avec les autres. Et il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les Grisha qui ont la capacité de faire une sorte de magie. Même si c'est pas vraiment de la magie, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est détaillé dans les livres, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, qui sont capables de manipuler la matière de telle manière qu'ils font une sorte de magie. Et ces personnes sont traitées de manière très différente selon les pays. Et ils sont, dans la plupart des pays, plus ou moins persécutés, oppressés, etc. Certains sont réduits en esclavage, machin. Et un des seuls pays où ils n'ont pas ça, où ils ne sont pas persécutés, c'est Ravka, qui est une espèce de version, fantasy de la Russie impériale pré-révolution, en gros. Et dans ce pays-là, ils ne sont pas persécutés. Au contraire, ils sont plutôt encouragés à notamment rejoindre l'armée. Il y a deux armées, la première armée et la deuxième armée. La première armée, c'est les Otskatatia, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas des Grisha, qui sont des moldus. Je me déteste d'avoir fait cette tête en le disant genre... Bref. Et la deuxième armée, c'est une armée qui est composée exclusivement de Grisha et donc la première armée dépend uniquement de la couronne et la deuxième armée donc dépend indirectement de la couronne mais est dirigée par un mec qui s'appelle le Darkling. Oui, bref. Ne rentrons pas dans les détails, je vous parlerai de lui après. Qui est donc un Grisha très très puissant qui dirige cette armée-là. Voilà, ça en gros c'est l'état du monde au moment où au moment où on rentre dedans, au début de la première trilogie. Et il va évidemment se passer plein de trucs, mais voilà, la première trilogie se passe à Ravka. La deuxième duologie, donc Six of Crows, ça se passe dans un pays qui est inspiré des Pays-Bas et qui est un pays de commerce, qui est un pays tout petit géographiquement, mais qui est très puissant grâce à sa force navale et surtout à son commerce florissant, c'est un pays de marchands. Et la troisième duologie, celle qui vient de commencer, se passe également à Ravka. On revient à Ravka voilà c'est tout, j'ai pas de fin à cette phrase. On revient à Ravka. Maintenant qu'on a à peu près un topo assez sommaire de ce qui se passe et qu'on voit à peu près tous où on en est, je vais vous faire le déroulement de mes critères. Le premier axe, c'est la question des personnages et de la qualité des personnages. Notamment, on va commencer par les protagonistes. Et là, j'ai des choses à dire, parce que cette trilogie a pour personnage principal cette jeune personne qui s'appelle Alina Starkov, je crois. Alina quelque chose, elle a un nom vaguement russophone, enfin bon bref, ce que les Américains imaginent être du russe. Qui est donc une orpheline qui se retrouve propulsée dans un destin d'élu. En gros, c'est genre oh là là, je n'ai rien de spécial, je suis une personne sans pouvoir et qui ne peut rien faire. Mais oh là là, en fait finalement c'est moi, l'élu qui va devoir sauver le monde. Voilà. Cette trilogie est sortie en 2012, a commencé à sortir en 2012, c'est-à-dire pendant la grande période des trilogies, je sais pas pourquoi c'était que des trilogies, qui est donc pendant la grande période des trilogies jeunes adultes du style de Hunger Games, etc. C'est pas excellent, ça se sent que c'est dans ce style-là, et ça se ressent notamment par ce personnage. Ce personnage est flou, elle a pas vraiment de trait de caractère particulier, elle a pas vraiment de personnalité, même si ça s'améliore un petit peu au fur et à mesure de la série, mais même jusqu'à la fin, si vous me demandiez aujourd'hui quel trait de personnalité elle a, je serais bien incapable de vous en donner, honnêtement. À part que y a un seul truc qui est très intéressant chez elle, et qui est développé à partir du deuxième tome, c'est qu'elle est avide de pouvoir. Et honnêtement, chez un personnage principal
qui est une héroïne, genre très clairement du côté du bien et pas un espèce de anti-héros, genre non, c'est une héroïne. Et elle a une espèce d'avidité du pouvoir. Et ça, c'est genre super intéressant, super genre inattendu. Et du coup, j'aurais trop aimé que ce soit grave poursuivi et qu'on essaye de plonger là-dedans pour voir ce qu'on peut en retirer. Et en fait, je trouve que ça tombe un peu à plat, c'est pas assez exploité. C'est dommage parce que c'était à peu près la seule personnalité qu'elle a. Et un des gros problèmes vis-à-vis de ça, c'est que c'est un personnage qui a quasiment pas de contrôle et d'autonomie sur sa situation, sur ce qui se passe, sur où elle va. Elle se fait un peu balloter d'un homme à un autre, pas en mode relation amoureuse, mais juste en fait les autres protagonistes sont principalement des hommes, même l'antagoniste est un homme, et du coup elle se fait un peu balloter de l'un à l'autre, où elle se fait kidnapper, où elle se fait libérer et sauver par l'un, ou sauver par l'autre, où elle suit machin, et finalement elle a quasiment aucun contrôle sur là où elle va et ce qu'elle fait, ce qui est un peu dommage puisque c'est censé être l'élu, hein, voilà. Et vous allez me dire, ce qu'elle fait et où qu'elle ait du contrôle, ça n'a pas forcément un rapport avec qui elle est, mais en fait, un personnage qui est mis dans une narration, bah, la manière dont on va déterminer qui est ce personnage, c'est ce qui va lui arriver, c'est ses actions. C'est beaucoup plus ça qui va vraiment nous donner une idée claire de qui est ce personnage, plus que ce qu'on nous dit sur lui ou la manière dont on le décrit. C'est plus vraiment les actions qui déterminent qui est le personnage. Et là, justement, comme elle a quasiment aucun contrôle sur ce qui lui arrive, bah forcément, ça fait que c'est un personnage qui n'a pas vraiment de personnalité, qui n'a pas vraiment de substance, qui est un peu plat, fade, creux. Voilà, je suis désolée envers Alina parce que c'est un personnage que je déteste pas trop, même si elle geint, comme tous les protagonistes des lectures, enfin de littérature jeune adulte de l'époque, elle passe son temps à geindre, c'est insupportable. Mais honnêtement, je la déteste pas trop, ça va, surtout qu'à la fin du 3e tome, elle commence à s'améliorer un peu, avoir un peu plus de personnalité. Mais juste, c'est pas de ma faute, elle est fade, elle est sans goût, enfin voilà. Donc un personnage un peu... Au niveau des autres personnages qui sont pas le personnage principal, en dehors des antagonistes et relations amoureuses, tout ce qui est les personnages secondaires, etc., il y en a qui ont des potentiels. C'est ce que je disais sur Liba Verdugo, c'est que depuis le début, il y a du potentiel dans son écriture, mais ils sont très peu exploités, ils sont pas assez... ils sont pas assez approfondis, il y en a quasiment aucun sur lequel on a une backstory, donc finalement bah, c'est un peu des coquilles vides. Tous les personnages sont un peu des coquilles vides et c'est pas ouf quoi. Et du coup, petit contraste avec This Bad Boy, vous allez vous rendre compte très vite que j'ai adoré la duologie Six of Crows et détesté la trilogie Grisha, hein, clairement. Ça va être que ça. Enfin, même si je vais essayer d'être un peu nuancée, mais clairement c'est un peu ça mon avis. Donc Six of Crows, déjà, c'est une grosse différence, c'est qu'on n'a pas un personnage principal qu'on suit pendant toute la trilogie, enfin la duologie en l'occurrence, et qui est le centre unique de la narration. On a... Bah oui, 6. Putain, je suis trop conne, pardon. On a 5 personnages principaux et demi, 6, bon voilà. On a plusieurs personnages principaux et la trilogie Grisha est écrite à la première personne et uniquement du point de vue d'Alina. La duologie Six of Crows est écrite à la 3e personne et on alterne les points de vue selon les chapitres. Donc ça peut plaire comme ça peut déplaire. Personnellement, j'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et au-delà de simplement cette question d'alternance de point de vue, on a aussi le fait que dans la saga Grisha, tous les personnages viennent de Ravka, sauf 2, qui sont d'ailleurs parmi mes préférés, ce qui n'est pas un hasard je pense. Et en fait, paradoxalement, Ravka c'est un peu le pays qui m'intéresse le moins dans tous ceux qui existent dans son univers, ce qui est un peu dommage. Et puis aussi, bon, Ravka, c'est pas des blancs parce que c'est un univers de fantasy, donc la blanchité c'est quand même très social, alors est-ce qu'on peut parler de personnages blancs? Mais bon, c'est un peu des blancs quand même, enfin c'est un peu... voilà. Et le problème c'est qu'on a une... En fait, le problème c'est que ça semble extrêmement bizarre de référer à des personnages blancs et à la nécessité d'avoir des personnages non blancs dans une histoire de fantasy parce que les relations, les notions de race, etc. existent-elles dans cet univers-là? Y a-t-il vraiment une pertinence à essayer de transposer ces problématiques-là dans un univers de fantasy où forcément les relations sont très différentes? Je pense que oui, parce qu'il faut pas croire que en fiction on est complètement capable de se détacher complètement de la réalité du monde et d'avoir des univers complètement neutres par rapport à nos problématiques réelles. Et je pense que le problème dans cette saga, c'est que elle s'éloigne complètement de ce qui sont les problématiques de notre monde réel pour créer des trucs faits à partir de rien et qui du coup sonnent un peu creux, qui n'ont pas vraiment de résonance. J'en parlerai plus en détail après.
Et dans Six of Crows, on se rend compte qu'en fait c'est une femme qui a beaucoup évolué, qui a changé, qui a vu tout le backlash qu'il y a eu contre J.K. Rowling pour ses problèmes de diversité. Et, bon, on va pas rentrer dans les détails, je pense que tout le monde sait. Et qui du coup a appris et qui essaye de faire mieux. Et cette volonté de faire mieux, elle se ressent partout. Et c'est tellement plaisant de voir un auteur qui vraiment fait des efforts là-dessus. Et dans Six of Crows, y a plein de personnages qui viennent finalement de plein d'endroits différents dans cet univers-là. Et qui du coup sont explicitement pas blancs. Donc c'est vraiment chouette. Et en plus, ça fait sens dans cet univers-là. Parce que, comme je l'ai dit, Six of Crows, ça se passe à Kerch. Ça se passe dans la ville de Ketterdam, qui est donc la capitale d'un pays très très riche économiquement, très puissant économiquement. Et du coup, en fait, dans cet univers, ça fait sens qu'il y ait plein de gens de pays divers qui étaient attirés par cette ville-là, qui soient venus pour chercher du travail, qui soient venus pour fuir la misère et la pauvreté dans d'autres pays, ou qui soient venus parce que ils ont été forcés. Il y a un des personnages principaux, c'est pas un spoil, c'est un des premiers trucs qu'on apprend sur elle, qui a été amené ici dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Et donc voilà. Donc en fait, elle fait un effort pour améliorer la représentation, entre guillemets, même si c'est pas de la vraie représentation parce que c'est pas vraiment les problématiques des vrais gens dans la vraie vie, mais en même temps si quand même, parce que ça a une importance que tes personnages soient pas tous blancs, voilà. Donc elle fait cet effort de représentation, mais en plus elle utilise ça comme un tremplin pour avoir des excuses pour approfondir son univers et donner plus de contexte sur comment sont les autres pays dans cet univers-là. Et du coup c'est genre the best of both worlds. On adore. Et l'autre truc que ça apporte, c'est que du coup tous ces personnages ont des cultures différentes et en fait ça a une vraie incidence sur la narration. C'est pas seulement ils ont des apparences différentes et du coup c'est super, ils sont tous beaux de manière différente, yes, on adore, même si c'est vrai, mais il y a aussi le fait qu'ils ont tous, pas tous, mais plusieurs d'entre eux ont des religions différentes, ont des modes de pensée différents, en fait ont des, genre, je sais pas, des boussoles morales, des codes éthiques différents parce qu'ils ont tous été élevés dans des cultures différentes. Et du coup c'est trop cool à voir parce que c'est genre, et il y en a pas qui sont mieux que d'autres, enfin si, il y en a un clairement il vient d'une culture qui massacre les Grishas donc on le kiffe pas, mais c'est pas, mais c'est fait avec substance, c'est fait avec subtilité, avec nuance et on respecte chaque personnage. En fait, un des trucs que j'aime beaucoup aussi chez Leigh Bardugo, c'est qu'on sent qu'elle aime ses personnages et que même si elle n'est pas complaisante envers eux et même si elle les présente pas comme des héros parfaits qui auraient pas de défauts, loin de là, croyez-moi, elle a quand même une certaine tendresse envers eux et du coup, elle est très respectueuse dans la manière dont elle parle d'eux, je trouve. Je sais pas si ça fait sens, je sais pas si c'est très clair comme je le dis, mais je trouve que voilà, elle respecte ses personnages et elle leur donne ce qu'ils méritent. Elle leur donne le respect et l'approfondissement et la complexité qu'ils méritent et ça fait très plaisir à voir. Tous ces personnages ont des démons intérieurs, des objectifs forts, une raison pour laquelle ils se battent. Encore un truc qui manque à Alina, c'est on comprend pas vraiment elle a pas vraiment de vraie motivation, elle veut juste genre sauver son pays, c'est très... je sais, dit comme ça, genre sauver son pays quoi. Non mais elle a un objectif qui est très générique, qui est très voilà, vide un peu de sens, donc c'est un peu voilà. Alors que eux ils ont des vrais objectifs, des vrais backgrounds, des vrais problèmes, des vrais défauts, des vraies qualités, c'est des vrais personnages et ils sont super. Et là j'aimerais parler du point qui va être avec spoiler, qui est vraiment le seul, je promets, de toute cette vidéo où il y aura de gros spoilers, mais il faut que j'en parle, donc si vous ne voulez pas entendre parler de Mathias, skippez. Pour moi, Mathias c'est le cas le plus fascinant. Donc si vous avez pas lu mais que vous êtes resté dans la section spoiler, Mathias c'est un mec qui vient de Fjerda, qui est donc un pays au nord de Ravka, qui a la particularité d'avoir une religion qui considère les Grishas comme étant en gros des œuvres du démon, des sorcières, enfin des trucs qu'il faut brûler, littéralement il les brûle sur le bûcher, super subtil. Et ils ont notamment un espèce d'ordre, enfin une espèce de
je sais pas, de caste d'élite qui fait partie de l'armée, qui s'appelle les Druscala, qui justement sont chargés spécifiquement de la chasse des Grisha, il me semble, si je me trompe pas. Et un des personnages principaux de la saga Six of Crows, c'est Mathias, qui est un ancien Druscala, qui s'est retrouvé par des tribulations quelconques à tomber amoureux d'une Grisha, et à la suivre à Kersh. Enfin, à la suivre, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va pas rentrer dans les détails. Et donc du coup c'est un personnage qui pendant tout le long de la série se bat avec ses démons intérieurs, se bat parce qu'il aime Nina mais en même temps il la considère comme déviante, comme une espèce de créature contre nature. Et pendant tout... Et en fait au début il est vraiment haïssable parce que vraiment il a un système de pensée qui est affreux. Et il vient d'un peuple affreux, mais non seulement, genre, il se contente pas d'être fier d'en, il vient il est Druscala, c'est-à-dire que vraiment il est à fond dans cette mentalité horrible, oppressive et de persécution, et donc c'est très compliqué d'apprécier ce personnage, et en plus moi j'avais grave du mal parce que je déteste ces arcs narratifs où il y a en gros un bourreau qui tombe amoureux de sa victime et la victime qui tombe amoureuse du bourreau, et en fait ça leur permet de surmonter leurs clichés, leurs stéréotypes, je sais pas quoi. Je trouve ça insupportable, ça ne m'intéresse pas du tout comme histoire normalement. Et du coup même à la fin du premier livre j'avais de l'affection pour lui parce que voilà, la qualité de Leigh Bardugo dans cette série c'est justement qu'elle arrive à faire des personnages très profonds et qui paraissent comme étant de vraies personnes, et du coup je suis pas capable de le détester genre 100%, mais j'étais pas à fond dans cette histoire, j'étais pas une grande partisane, je pensais que Nina méritait mieux, surtout que Nina est un personnage super cool. Et je savais, j'avais été spoilée, je savais que dans le deuxième tome il allait mourir à la fin. Et honnêtement, avant de commencer le deuxième tome, moi j'en avais rien à foutre, je me disais si on a un qui doit mourir, mieux vaut que ce soit lui, qu'est-ce que ça peut me foutre, j'en ai rien à branler. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture du deuxième tome, j'ai eu un espèce de sentiment funeste qui s'est installé en moi. C'est-à-dire que je savais très bien que tout investissement émotionnel que je mettais dans ce personnage allait se solder par de la souffrance de ma part. Et du coup, je voulais pas l'aimer, et je l'aimais pas dès le début. Et en fait, contre mon gré, j'ai commencé à aimer ce personnage tellement. Et c'est fou, parce que jamais j'aurais pensé que cette autrice soit capable de me faire aimer ce personnage. Et donc je suis passée de tweeter ça à, au fur et à mesure de ma lecture, tweeter ça. Voilà, parce que Mathias, c'est un des rares personnages dont je trouve qu'il a un arc de rédemption bien fait. C'est-à-dire qu'il entame vraiment un processus de réflexion sur lui-même, où il questionne tout ce qu'il croit, il questionne son système de pensée, son système de croyance, et vraiment il se remet en question, il fait un effort, un réel effort volontaire sur lui-même pour changer et pour essayer de voir si le monde ne peut pas être vu autrement. Et il arrive, et je trouve ça intéressant, c'est que Leigh Bardugo ne le force pas à renoncer à sa foi pour le faire accepter les Grisha. Au contraire, c'est son amour dans son Dieu et c'est sa croyance profonde en son Dieu et en sa religion qui lui permet finalement de se rendre compte que il est possible d'aménager les croyances entre guillemets, et qu'en fait son amour pour son Dieu est totalement compatible avec le respect des Grisha, et que si les Grisha existent, ça doit bien être que c'est son Dieu qui les a créés et qui a décidé qu'ils existent comme ils existent, et qu'il n'y a pas de raison de croire qu'en fait ils sont diaboliques, qu'ils sont contre nature. Non, s'ils existent, c'est que son Dieu l'a voulu ainsi. Et j'aime bien le fait qu'il ne soit pas obligé de renoncer à sa foi pour devenir un homme meilleur. C'est un peu plus subtil que ce genre de discours, donc ça fait plaisir. Et en plus, c'est beau de voir que il fait un vrai effort et qu'il y a une vraie rédemption en fait. C'est pas juste un mec qui était méchant et qui devient gentil et hop c'est bon, tout lui est pardonné. Non, il fait un vrai effort et il remet en question et il se rend compte des erreurs de son passé. Et du coup, sa rédemption est parfaite. Et vraiment c'est terrible, parce que pendant tout le premier tome et même le début du deuxième, je me disais c'est pas juste qu'il puisse intégrer le groupe et devenir un des héros sans avoir jamais eu à faire face à la moindre responsabilité, sans jamais avoir eu à avoir des conséquences pour les actions horribles qu'il a commises. Et en fait, quand ça arrive à la fin, je voulais plus que ça arrive. J'étais genre non, il a suffisamment souffert, il a changé, arrêtez, il n'a pas besoin de conséquences, non.
Parce qu'en fait, la fin, la manière dont il meurt, c'est que c'est un apprenti de Ruskalok qui le tue au nom des valeurs qui étaient les siennes auparavant. Et c'est une espèce d'ironie dramatique horrible. C'est le mec est la métaphore de ses actions qu'il rattrape et la métaphore de son passé qui finit par le rattraper et de ses responsabilités qui finissent par l'engloutir et voilà, et où il peut plus échapper à tout ce qu'il a commis. Et c'est horrible parce que pendant tout le truc j'étais là genre c'est un connard, il a jamais eu de conséquences pour ses actions. Et après à la fin quand finalement je l'aime, Lee Bardugo elle est là genre et c'était horrible. J'ai pleuré comme un bébé quand c'est arrivé. C'est horrible parce que je savais que ça allait arriver et j'étais quand même et genre ça a vraiment donné l'impression d'une tragédie grecque, c'est-à-dire que tu sais que ça va arriver. Il y a un sentiment funeste qui plane au-dessus de toi pendant tout le truc et tu peux jamais complètement l'enlever de ta tête. Mais il y a toujours une partie de toi qui, aussi irrationnellement que ce soit, ne veut pas que ça arrive et espère que par un miracle ça n'arrivera pas. Et finalement, ça arrive. Et le mec, pendant tout le temps, il bataille, il se débat contre le destin qui commence à le rattraper. Et finalement, le destin le rattrape parce que c'est comme ça que le destin marche. Et bam, il meurt. Et toi, t'es exsangue en train de te vider ton sang comme ça et d'être là genre ah, la souffrance. Enfin bref, c'était incroyable. C'est tellement de feels. Quelle autrice incroyable. Voilà. Et du coup, je peux même pas être en colère parce que son arc était parfait, sa conclusion était parfaite, enfin c'était parfait. Donc je peux même pas être en colère contre Lee Bardugo d'avoir fait ça. C'est même pas une mort horrible qui serait pas justifiée, qui serait irrespectueuse du personnage. Non, c'est une super mort pour lui. C'est une super fin de son arc. C'est une conclusion parfaite, une espèce de climax, de... Bref. Bon, je me suis un peu échauffée pendant la partie avec spoiler. Si vous l'avez passé, vous avez passé moi en train de parler, de me vider de mon sang. Donc, parlons maintenant des antagonistes. Ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'en fait, l'antagoniste de cette série de l'enfer s'appelle... Est-ce que c'est un spoiler ? Franchement, au début... Oui, c'est un spoiler. Mais en même temps, c'est pas tellement un spoiler, c'est-à-dire que vraiment, dès le début, tout le monde... Enfin, on se rend compte qu'il est méchant. C'est un mini spoiler. Genre c'est... En fait, franchement, sur la trilogie complète, je pense même pas qu'on puisse considérer ça un spoiler. Genre on le découvre... honnêtement, genre, je sais pas... à la moitié du premier tome, un truc comme ça. Et honnêtement, moi je le savais depuis le début. Donc, bon voilà, je vais en parler à vos risques et périls. Hein. Le méchant, c'est le Darkling. Hein. Au cas où vous auriez pas compris, le mec s'appelle Darkling. Qu'est-ce que tu veux ? Ça veut pas être un good guy. Voilà, bon... le mec s'appelle le Ténébreux, ou un truc comme ça, enfin je sais pas comment, la créature des ténèbres, enfin voilà, non évidemment c'est un gros connard, qu'est-ce que tu crois, bon voilà. Donc au début il fait croire à Alina qu'il est super gentil et il la drague, il la séduit, mais je suis sombre, mais. Et en fait après il veut utiliser son pouvoir pour détruire le monde, en gros, vraiment le mec a genre les motivations les plus nulles du monde, le mec sa motivation c'est genre prendre le pouvoir. C'est vraiment le truc le plus générique de l'espace, c'est nul, c'est de la merde, je le déteste, c'est un antagoniste nul. Sa seule particularité par rapport à tous les autres antagonistes parfaitement similaires du monde, c'est qu'il est super beau et qu'il adore draguer des minettes, ce qui est fou parce que le mec a genre plusieurs centaines d'années et il adore genre être séduisant auprès d'adolescentes et les faire tomber amoureux de lui, comme ça il peut les manipuler et utiliser leur pouvoir. Super le gars, vraiment creepy McCreepy, donc je le déteste. Et en fait il serait dégueulasse et genre ça pourrait être un bon méchant d'être dégueulasse, mais non, il est vide, il est creux, il est nul, on essaie de lui donner une profondeur en disant qu'il est sombre et edgy, mais en fait c'est de la merde, je le déteste, voilà. Très mauvais antagoniste. Bon, ensuite, Six of Crows, qui est l'antagoniste ? C'est un peu difficile à déterminer, honnêtement. Le pitch du premier, c'est qu'ils doivent faire un casse, et genre aller cambrioler un endroit pour voler un truc, et du coup l'antagoniste c'est un peu genre les gens qui essaient de les en empêcher, mais c'est plus grand que ça, il y a aussi des enjeux géopolitiques, il y a aussi une question de drogue, donc et encore une fois c'est pas un spoiler, c'est dans le premier chapitre, vous inquiétez pas, mais vraiment il y a un bail de... Enfin voilà, c'est des drogues, mais c'est aussi eux-mêmes et leurs propres démons, et bon voilà, est-ce que la ville en elle-même, Dieu... Les méchants c'est un peu tout, c'est un peu le monde entier en fait, ils sont un peu genre
c'est un peu le monde entier qui se ligue contre eux, surtout dans le deuxième tome. Dans le premier tome, le méchant c'est un peu plus unilatéral, enfin non, c'est un peu une seule facette, c'est un peu une entité un peu plus claire, mais dans le deuxième tome c'est un peu genre le monde entier qui se ligue contre eux, et eux qui finalement sont seuls au monde et ne peuvent compter que les uns sur les autres et sur leur ingéniosité pour essayer de survivre. Et vraiment pendant le deuxième tome, enfin pendant tout le temps, tu crois que à chaque fois ils vont mourir, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a aucune chance, c'est incroyable, tu penses, à chaque fois t'es là genre mais comment vont-ils s'en sortir, c'est impossible, c'est littéralement impossible, c'est impossible, que faites-vous? Et en fait c'est, enfin voilà, c'est je sais pas, enfin il défie Dieu, il défie toutes les lois de l'univers, c'est incroyable, enfin ils sont géniaux, je les aime tant. C'est vraiment très mal expliqué, mais en fait, enfin c'est... Alors je vais vous... Bon, j'explique très mal, je vais essayer de voir ce que j'avais écrit pour essayer d'être plus claire. Voilà, ils ont perdu tous leurs alliés, la ville entière leur veut la peau, ils sont littéralement seuls contre le reste du monde et ils peuvent compter que sur un, ok, ça je l'ai dit. Ça donne un récit franchement haletant, où on n'a aucune idée de comment ils vont en sortir, où plusieurs fois on a l'impression qu'ils n'ont aucune chance, aucun espoir. C'est excellent. Et dans ce même truc, et même dans ce truc qui est seulement à l'échelle d'une ville, Leigh Bardugo arrive quand même à intégrer des enjeux politiques et à lier le petit conflit avec les grands conflits de cet univers, ce qui permet de relier quand même Six of Crows à la continuité du film, de l'arc narratif plus général de cet univers-là. Parce qu'en fait, cette trilogie et cette duologie se passe à Ravka et concerne globalement des enjeux géopolitiques beaucoup plus grands, en fait, beaucoup plus larges. Et Six of Crows, je pense qu'on pourrait dire que c'est un peu une duologie qui est un peu genre un groupe de livres compagnons de l'arc narratif global. Mais elle arrive quand même à le relier aux enjeux généraux, et notamment par cette question de la drogue, qui est une espèce de drogue spéciale qui vient d'être développée, qui est extrêmement dangereuse et qui, en fait, du coup, a une influence transnationale. Et du coup, par cette petite histoire qui concerne un endroit, qui concerne des enjeux beaucoup plus petits, et bah elle arrive à tout relier au grand fil, au grand arc, et donc ça marche très bien. Ensuite, pour ce qui concerne les relations avec les personnages, je vais essayer d'aller plus vite. Pour ce qui concerne les relations avec les personnages, notamment les amitiés, dans la première trilogie, il y a quasiment aucune amitié valable, enfin c'est que des... Il y a beaucoup de girl hate, où des personnages féminins se détestent sans raison et sont super bitchy les uns avec les autres, c'est super chiant, c'est insupportable. Je refuse de m'étendre dessus parce que c'est vraiment trop chiant. Notons cependant qu'il y a quand même une amélioration au fur et à mesure des 3 tomes. Et c'est un truc sur beaucoup de points, les 3 tomes, au fur et à mesure des 3 tomes, il y a une amélioration, surtout dans le 3, le 2 c'était le pire, je l'ai détesté. Désolé. Ouais, on voit une amélioration... parce que Leigh Bardugo, je sais pas, semble se rendre compte elle-même du problème, sauf que finalement l'amélioration, on voit qu'il y a une tentative mais elle sonne un peu creux, donc mais ça reste en demi-teinte. Et ça tient aussi au fait, donc comme je le disais, qu'on a très peu d'histoire, enfin on a très peu de backstory, de background sur les autres personnages, sur les personnages secondaires, et du coup tout sonne un petit peu superficiel en ce qui concerne les relations d'Alina avec eux. Et concernant les relations d'amour, enfin les histoires d'amour, je vais même pas rentrer dedans, tellement c'est nul. Il y a un personnage, enfin en gros l'intérêt amoureux principal d'Alina pendant tout le truc, c'est genre son meilleur ami d'enfance qui ne réalise pas qu'il l'aime tant qu'elle est à ses côtés, et en fait c'est que quand tu lui enlèves que il réalise qu'elle est trop cool, et en fait pendant tout le temps, pendant toute la trilogie, il essaie de l'empêcher de... Enfin, il est deg parce qu'elle commence à avoir plus de pouvoir et à ne plus dépendre de lui, et pendant toute la trilogie il chouine là-dessus, il passe son temps à geindre, c'est insupportable, et des fois il lui dit des trucs qui sont carrément horribles, genre toxiques si on peut utiliser ce terme chiant. Donc vraiment, toutes les histoires d'amour dans cette trilogie sont insupportables. C'est vraiment le pire de ce que fait la littérature jeune adulte, c'est trashy as fuck, vraiment... On passe. Et c'est vraiment là, je pense, qu'il y a le plus gros contraste
avec Six of Crows. Et en fait, ça tient au fait que les personnages sont bien meilleurs dans Six of Crows. Ils sont tellement mieux caractérisés, ils ont tellement leur propre personnalité et surtout leurs propres démons internes que bah du coup, c'est beaucoup plus facile de créer des difficultés à être ensemble ou alors de créer des liens qui collent bien. Et bah oui, quand t'es une vraie personne, c'est plus facile d'écrire une histoire d'amour te concernant. Hein, bizarrement, les histoires d'amour dans Six of Crows sont parfaites, elles sont dramatiques, elles sont tragiques, elles sont horribles, elles sont en demi-teinte, elles sont en nuances de gris, tout est... Enfin, c'est un monde qui est difficile, hein, donc tout est terrible, tout est horrible, rien ne marche très bien, mais l'amour que se portent les personnages est tellement profond et puissant et tu peux le ressentir et vraiment, enfin, comme j'ai pu le dire par message, ces personnages sont tous mes enfants et je tuerai pour eux, voilà, sans vouloir être dramatique, voilà. Donc voilà, histoire d'amour, c'est super, on adore. Pour le troisième point, donc la narration, machin, l'histoire en elle-même, bah, l'histoire de la trilogie est assez faible en fait. C'est un peu une trilogie jeune adulte 2012, basique, bon, comme il y en avait 20 000 à l'époque. Le seul truc qui la différencie des autres, c'est rien. Parce que rien n'est spécial et que bah non rien. J'exagère un peu, le seul truc sur lequel on sent qu'il y a un peu de potentiel, c'est la construction de l'univers, du monde, qui est cool en fait. Il y a... Enfin, disons qu'il y a des bonnes idées. Et qu'elles sont c'est un potentiel largement inexploité dans cette trilogie, mais qui du coup sert de bonne base pour la suite. Et du coup pour la deuxième... Enfin pour Six of Crows, c'est le fait de choisir de faire un cast dans un univers de fantasy, enfin une histoire de cast dans un univers de fantasy, c'était très intéressant. J'ai bien aimé, c'était un peu original, on kiffe. Cependant, je dois quand même noter que, même si je les adore de tout mon cœur, le premier tome est beaucoup plus faible que le deuxième. Et c'est un peu la même chose avec King of Scars. Le premier tome set up beaucoup de trucs qui, je pense, vont faire des super révélations, des super payoffs. Je me déteste. Bref. Dans le deuxième tome, mais c'est vrai que du coup, il y a certains trucs qui sont un peu faiblards dans le premier tome. Et c'est pareil pour Six of Crows. Voilà. Et le dernier point que je veux aborder dans la question de la narration et de l'histoire en elle-même, c'est la question des thèmes abordés. Parce qu'en fait, dans la première trilogie, il y a un peu une sensation de menace générique. Comme je le disais, elle n'a pas voulu apporter dans son univers de fantasy des vrais enjeux, des vraies problématiques qu'on constate dans notre monde humain. Et du coup, l'enjeu, c'est un peu juste un mec qui est un super magicien super fort et qui veut dominer le monde, et que là, genre, ok, super générique comme menace, c'est très flou et ça tombe à plat. Et dans la duologie, eh ben, elle fait beaucoup plus d'efforts là-dessus et on sent qu'il y a une prise de conscience des erreurs et des faiblesses de la première trilogie. Wouhou! Et ça fait plaisir, ma gueule. Et donc, elle passe de thèmes très flous et vagues à de vrais problématiques, à de vraies questions qui sont abordées. Et là, à partir de là, il y en a en veux-tu, en voilà. Donc il y a évidemment toutes les questions de trucs géopolitiques, la guerre, machin, bon voilà, ça c'est... En vrai c'est très intéressant, mais disons que ça existe aussi dans le premier. C'est un peu les seuls thèmes qu'il y a, les trucs d'enjeux géopolitiques, les armées, machin. Dans la duologie, en plus de ça, on a aussi des questions, notamment de violences faites aux femmes, terme très vague, mais qui recouvre plusieurs réalités, que ce soit dans cette duologie ou dans King of Scars. Je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, voilà, il y a des questions de... Qu'est-ce que j'ai noté ? Trafic sexuel, prostitution forcée, fétichisation des femmes considérées exotiques, mariage des enfants, grossesse forcée... Waouh ! Putain, il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Waouh ! Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste un énième auteur de fantasy qui met en scène du torture porn, de la violence contre les femmes, juste pour montrer à quel point son univers est rude et violent et difficile. Non, c'est pas ça. C'est des vrais personnages. Les personnes qui subissent ces violences, c'est des vraies femmes qui n'existent pas que par ça, déjà, ce qui est déjà beaucoup demandé, mais qui en plus sont... Donc elles n'existent pas que par ça, mais évidemment elles sont très impactées par la réalité des violences qu'elles subissent. Sauf que c'est pas un espèce de truc qui est juste accepté par tout le monde parce que voilà, cet univers est super violent, donc bah écoutez, il y a des violences sexuelles, c'est comme ça que ça marche. Non, ces personnes qui en sont victimes sont parfaitement conscientes du fait que c'est absolument injuste et horrible, et elles mettent en place et en fait elles ont la vraie volonté de changer ça. Et il y a des
mise en place de projets, de systèmes, de machins pour essayer de contrer ces violences et d'améliorer la situation des femmes en question. Et souvent, il y a une espèce d'intersection entre eux, essayer d'améliorer la situation des Grishas et des femmes. Et donc des femmes Grisha, vous avez compris. Et donc c'est super, ça donne une réalité à ces violences et à ces personnages, et c'est trop cool de voir des personnages féminins qui sont des strong female characters, mais pas dans le sens le plus cliché du terme, c'est juste une meuf qui a, je sais pas, une arme et qui a pas de sentiments. Genre non, c'est des personnes qui sont vulnérables, qui sont réelles, qui ont plusieurs facettes de féminité différentes. Donc, je pense, sans me tromper, pouvoir affirmer que j'ai à peu près démontré pourquoi la duologie Six of Crows était bien meilleure que la trilogie Grisha. Et la question se pose de savoir, qu'en est-il de King of Scars ? Leigh Bardugo a-t-elle réussi le pari de revenir à l'univers qu'elle avait développé en premier, ou du moins au pays qu'elle avait développé en premier dans son univers ? A-t-elle réussi le pari de retenir tout ce qui faisait la qualité de Six of Crows et de l'appliquer dans ce nouvel univers ? Bah la réponse est en demi-teinte, pour être honnête. C'est-à-dire que ce n'est nullement aussi nul que la première trilogie. Loin de là, vraiment. Mais c'est pas aussi bien que Six of Crows. Et il y a certains points sur lesquels on retrouve des faiblesses qu'on avait trouvées dans le premier tome, enfin dans la première trilogie, et ça me désole. Mais je pense qu'elle a appris ses leçons sur les trucs principaux, notamment la faiblesse des thèmes abordés, la faiblesse des personnages abordés et le manque de diversité, on va dire, dans ces personnages. Tout ça, elle a essayé très clairement de s'améliorer dessus. Et notamment, elle a introduit l'idée du fait qu'il y avait un peuple indigène à Fjerda, dont j'ai oublié le nom parce qu'il n'a été cité qu'une fois, malheureusement. Mais elle a commencé à l'introduire, j'espère qu'elle va en faire plus que juste citer vaguement son nom. Mais elle l'a introduit, et c'est cool, j'ai hâte de voir où elle va aller avec ça. Elle a encore introduit des personnages féminins, encore introduit des personnages LGBT, parce que ah oui, j'ai pas parlé de ça. Il y a de la représentation LGBT qui, dans la première trilogie, est très floue et en background, et qui, dans la duologie, est beaucoup plus au premier plan, donc ça fait plaisir. Et elle semble vouloir continuer dans cette lignée de mettre ça en premier plan dans la duologie, même si pour l'instant c'est pas encore concrétisé, mais c'est très clair que ça va être qu'on va être dans cette visée-là, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Les relations sont super. Pour l'instant, tout est très slow burn, et je trouve que c'est ce à quoi Leigh Bardugo excelle. Elle est bien meilleure à créer des tensions et des personnages qui se languissent l'un de l'autre, plutôt que de créer des relations établies et de les faire et de créer genre les conflits dans la relation qui existe déjà. Ça, c'était tragique quand elle l'a fait. Là, elle retourne à ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire créer des personnages qui aimeraient bien être ensemble ou aimeraient bien considérer, peut-être d'envisager être ensemble, mais qui peuvent même pas faire ça, tellement c'est compliqué. Donc ça marche très bien, et elle le fait. C'est super, elle joue sur ses forces. Par contre, la grosse faiblesse... Enfin non, il y a une faiblesse un peu moins forte. Il y a une faiblesse un peu moins importante, mais je vais quand même la citer. Elle reprend le fait de Six of Crows d'écrire à la troisième personne à partir de différents points de vue. Sauf que dans Six of Crows, tous les personnages étaient ensemble la plupart du temps, ou globalement avaient une histoire qui était en lien, donc ça marchait très bien. Là, il y a en gros il y a 3 points de vue principaux, 2 personnages qui sont ensemble et une qui n'a rien à voir, et qui n'est même pas dans le même pays, et il n'y a aucun lien entre leurs 10 histoires, et du coup c'est super frustrant parce que à chaque fois que tu lis un chapitre, tu rentres dans l'histoire, t'as envie de savoir ce qui se passe, et à la fin du chapitre, boum, on t'en sort et tu dois aller lire une autre histoire, et c'est un peu une punition en mode il faut que tu ailles lire ce nouveau chapitre avant d'avoir le droit d'avoir la suite de celui que tu étais en train de lire, et ça fait ça à chaque chapitre, donc c'est terrible, et ça donne vraiment l'impression, ça pourrait être bien fait, mais là ça donne vraiment juste l'impression de lire 2 romans en parallèle en fait, parce que c'est même pas 2 intrigues, c'est même pas une intrigue commune qui serait vue de 2 points de vue très différents sur 2 endroits du monde, c'est juste 2 intrigues qui n'ont rien en commun, et je me doute bien que c'est parce qu'elles vont se lier dans le 2e livre,
Sauf qu'un livre, il devrait se tenir un peu en lui-même quand même. Je sais qu'il fait partie d'une duologie, mais ça justifie pas le fait qu'en lui-même, il te laisse sur cette espèce de sentiment que t'es en train de lire deux histoires distinctes avec aucun lien entre elles. Et surtout à la fin, quand il y a le climax, où du coup il y a des scènes d'action et tout, bah c'est vraiment hyper dérangeant. Je pensais quand j'avais vu des critiques de meufs qui disaient que c'était dérangeant sur Booktube, qu'elles exagéraient un peu. Mais en fait non, c'est vraiment très dérangeant, t'as vraiment l'impression de lire deux romans en même temps, et c'est pas du tout agréable, c'est très très chiant. Donc c'est vraiment un problème, et je pense que ça n'est pas justifié par le fait qu'elles sont sûrement liées dans le deuxième tome. Mais surtout mon gros problème, c'est les antagonistes et surtout les antagonistes que ça set up pour le deuxième livre. Et là, ça va être ça va être un spoiler. Enfin, en fait, non, ça va être un spoiler. J'avais promis qu'il n'y aurait qu'une seule section spoiler, mais je suis désolée, il y en aura deux. Donc si vous ne voulez pas savoir... c'est vraiment un gros spoiler. Donc si vous ne voulez pas savoir, ne regardez pas. Dans ce cas-là, je vous dis au revoir et à bientôt. Mais si vous voulez regarder, on va y aller. Le Darkling ressuscite. Le Darkling ressuscite. En fait, moi je trouvais que le Darkling c'était une grosse merde, mais j'avais très peur, et j'avais très peur depuis le début, qu'elle succombe à cette tentation qu'ont énormément d'auteurs de faire revenir leur personnage préféré, parce qu'en fait, je sais pour une raison qui vraiment m'échappe, tellement de gens adorent le Darkling. Et j'ai été allée chercher, genre si elle avait déjà dit quelque chose là-dessus, et sur Twitter, elle avait dit, quelqu'un lui avait demandé est-ce que le Darkling est vraiment mort, elle avait dit oui, il est mort et enterré, il est mort de chez mort. Et je l'avais cru, pauvre folle que je suis, je l'avais cru, alors que non, ce connard ressuscite. Enfin, il est ressuscité, je sais pas si c'est une espèce de genre, son âme est mise dans un autre corps, mais... Ew, il est de retour. Pas lui. Ah vraiment, je suis... En fait, c'est pas trop dérangeant dans ce tome-là, parce que ça arrive à la toute fin, c'est un espèce de plot twist. Mais... du coup, j'étais super impatiente de lire le deuxième tome, et là, honnêtement, ça m'a un peu genre cassé mon envie. Je suis trop déçue. J'ai quasiment plus envie de lire le deuxième tome à cause de ça, donc franchement, c'est très chiant. J'allais mettre 4 sur 5 pour ce livre, ce qui est vraiment bien. Et en fait, non, j'ai mis 3 à cause de ça, rien que pour ça, juste pour les 3 dernières pages. Je suis tellement saoulée. Et il y a aussi le fait qu'il recycle le personnage de Six of Crows, qui était un des méchants, Jarl Droom, qui est un officier de l'armée Fjerdan, et on croyait qu'il était peut-être mort, et en fait, non, il n'est pas mort. Et il va revenir dans le deuxième tome, et il était déjà un peu là dans le premier. Merde, en 2020, est-ce qu'on peut arrêter de recycler les méchants, hein? Est-ce qu'on peut créer des nouveaux personnages? Surtout des personnages avec des vraies motivations autres que juste dominer le monde. Bon, voilà, ça m'a frustrée. Mais à part ça, King of Scars était honnêtement une bonne expérience, une suite solide et clairement améliorée par rapport à la première trilogie. Donc je garde espoir et j'ai envie de lire la suite malgré cette frustration que j'ai eue sur l'antagonisme. Voilà. C'était très long, je vous prie de m'en excuser, mais j'avais très envie de faire une vidéo vraiment synthétique sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et je vais faire une autre vidéo très bientôt, je pense que je vais la filmer tout de suite, mais je sais pas quand elle sortira, sur la série Netflix qui va bientôt sortir, parce que j'ai plein de trucs à dire sur la question, donc j'espère que ça vous intéressera. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À bientôt, ciao.